Deux mots d'excuse au préalable. D'abord de m'exprimer en anglais plutôt qu'en français. Et pour la photo que j'ai encore ici, regardez-moi 10 ans plus tard. Bon après-midi à tous, Monsieur le Président, Monsieur Evrard. C'est très bien d'être parmi vous ici au Luxembourg. J'ai entendu la description de mon pays, Monsieur Flamand, un concurrent du temps, si je me souviens bien. Alors, c'est une après-midi très intéressante. J'ai vraiment beaucoup apprécié toutes les présentations. Je remercie d'avance nos interprètes. Je vais parler lentement et ne pas aller de toute vitesse dans mon anglais irlandais comme d'habitude. Et je vais essayer de vous garder le graveyard shift, c'est la phase de l'après-midi où tout le monde tend à s'endormir un petit peu. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler un petit peu de ma personne. Je vais exprimer quelques avis et vous allez peut-être vous demander pourquoi ce courtier irlandais est-il ici, quelle est son expérience, quels sont ses points de vue, pourquoi je dis ce que je vous dis. Eh bien, comme vous le voyez de mon apparence, ça fait beaucoup de temps que je suis dans le métier. La moitié de cette période, j'ai été le directeur général d'une association irlandaise de courtage reconnue par l'État comme régulateur. Donc, j'ai une certaine expérience en la matière. Pendant un petit peu plus de la moitié de la carrière, j'ai aussi passé mon temps comme courtier d'un gros bureau de courtage en Irlande, 600 employés, très grand pour l'Irlande, les segments vie et non-vie. Et Willis, un des plus grands bureaux de courtage, et par la suite, courtier, bureau de courtage le petit. Je connais les différentes approches en la matière. Ça, c'est de la pratique plutôt que de la théorie. Juste pour vous donner quelques idées de mon contexte et de mes origines. Et je vais vous parler un petit peu aussi de l'organisation que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui ici, BIPAR. Comme vous le voyez sur le slide, BIPAR est une organisation représentative pour les agents et les courtiers en Europe, donc les intermédiaires. Au niveau des statistiques, nous avons 47 associations membres de 35 pays membres partout en Europe. BIPAR a été établi en 1937. Mais c'est une organisation européenne, vraiment a été européenne depuis le déménagement à Bruxelles en 1989, établie au départ à Paris. Mais il y a quand même encore international dans le titre au lieu de dire européen, BIPAR. Nous avons un secrétariat basé à Bruxelles, une équipe très expérimentée, très compétente du point de vue technique, et nous nous basons sur leur expertise technique pour les dossiers très spécifiques. Et nous sommes très heureux que Nathalie et Muriel, si présentes, sont les participantes ardues de notre comité directeur depuis pas mal d'années pour travailler des dossiers vraiment dans les détails. Et je puis ajouter également que nous avons une vocation mondiale car BIPAR est membre du WFII, la Fédération mondiale des intermédiaires d'assurance, WFII, selon un terme américain, we cover all the bases. Nous agissons vraiment dans tous les domaines. Alors, avec qui interagissons-nous? Bien évidemment, avec toutes les associations membres de par l'Europe. Nous avons une interaction avec toutes les institutions européennes très activement via IOPA, la Commission, Parlement européen, et également avec les attachés financiers du Conseil lorsque nous avons l'occasion de le faire. Vous serez encore fort occupés dans les jours à venir. J'ai vraiment écouté avec beaucoup d'attention lors de votre présentation d'ailleurs. Au niveau international, via WFII, nous avons aussi un œil très intéressé vers l'OCDE, l'Organisation internationale du commerce, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, si je dois vraiment
dire quelle est notre fonction primaire en la matière. Nous devons assurer que nous, en tant qu'intermédiaires, agissons selon une politique commune. Pour cette cause commune, nous allons vraiment essayer de réduire toutes les différences qui pourraient exister en matière politique et nous essayons de parler d'une seule voix dans la mesure du possible à chaque occasion, notamment vis-à-vis des institutions européennes. Et lorsque nos associations membres individuelles, les collègues luxembourgeois ou d'autres se tournent vers nous, nous voulons leur adresser le même message comme mes collègues le feront à Dublin et ailleurs. Ça, c'est très utile et très important du point de vue européen. Le problème en Europe, c'est évidemment une très grande diversité aussi. C'est une force et un problème à la fois. Alors, aujourd'hui, je voudrais essayer de dresser un cadre des choses auxquelles nous sommes confrontés, notamment par rapport à RIS, la Retail Investment Strategy de l'Union européenne. Mais pour le faire, je crois que nous devons tout d'abord réfléchir à ce nouvel environnement qui va marquer les choses. L'histoire est derrière nous. Il faut tourner le regard vers l'avenir. Nous avons une nouvelle commission, un nouveau Parlement européen et de nouveaux défis, évidemment. Alors, je voudrais adresser quelques-uns de ces éléments l'un après l'autre et vous indiquer comment cela pourra avoir des répercussions pour nous aussi. Tout d'abord, pour ce qui est de la nouvelle Commission européenne, bien évidemment, nous avons eu une réélection de la présidente en fonction qui est en train de créer un nouveau collège de commissaires. Il y avait un commissaire irlandais responsable pour nos matières, McGuinness, potentiellement remplacé par une commissaire portugaise, Albuquerque. Et puis, il faudra regarder quelles sont les lignes directrices que la présidente a fournies au nouveau collège de commissaires, car cela aura certainement une influence sur leur approche par rapport aux dossiers clés. Et j'ai fait ressortir quelques éléments, quelques thèmes majeurs. Il y a évidemment tout d'abord la réduction de la charge administrative, un éventuel nouveau 28e régime pour aider les entreprises innovantes à se développer, une nouvelle catégorie des petites et moyennes entreprises appelées les mid-caps. On verra par la suite ce que cela représente également. Le nouveau check aussi, le nouveau contrôle des PME et de la compétitivité. Ce sera une information importante pour nous. Lorsque j'ai réfléchi, la couverture de BIPAR, les pays, les agents, les courtiers, les distributeurs, eh bien, nous atteignons le nombre de 720 000 en Europe, en régression, ce qui a été dit par rapport à la description de ce marché-ci, mais la grande majorité de ces représentants sont des PME et beaucoup de micro-entreprises, alors qu'en même temps, il y a quelques grandes multinationales dans notre organisation. Il y a des dizaines de milliers d'employés et beaucoup d'expertise. Notre fonction est de rassembler tout cela. Je puis ajouter également que lorsque j'ai bien écouté ce qui a été dit précédemment, en préparant ma propre présentation, j'ai furieusement écrit sur mes papiers pour noter les choses. Si je regarde régulièrement, c'est de votre faute, les contributions étaient excellentes. J'ai dû prendre des notes et adapter ma présentation pour intervenir par rapport à notre sujet. Et une de ces interventions concernera le nombre progressivement réduit du nombre d'agents et de courtiers. Donc, c'est une évolution à la baisse. Ce n'est pas nouveau. Ça fait des décennies, en fait, qu'il y a cette évolution du nombre à la baisse. Certains États membres, l'Italie, l'Allemagne, il y avait des centaines de milliers d'intermédiaires. Pas des intermédiaires classiques, c'était des temps partiels. C'est inévitable qu'il y ait une réduction drastique de ce nombre. Et ce processus est encore en cours, même parmi ceux que nous appelons les vrais intermédiaires à temps plein. Même là, il y a une consolidation permanente. Dans mon pays, il y a la consolidation dans la communauté
du courtage. J'en suis un exemple, mais un autre élément intéressant, c'est que notre part de marché n'a pas diminué. C'est le nombre de participants, mais l'importance et la pertinence sur certains marchés a même été à la hausse. Donc il faut être prudent lorsque l'on interprète ce qui se passe en ce moment. Et il y a aussi quelques éléments clés, des drivers qui sont à la base de cette évolution. Les raisons principales pour cette consolidation sont de type économique. C'est volontaire, ce n'est pas forcé, c'est graduel. Et cette consolidation qui se produit vers de plus grands intermédiaires est en fait drivée par les prix qui sont offerts. Parce qu'apparemment, il y a quand même du business de grande valeur. Eh bien, la plupart de ceux qui achètent ces produits se voient durables, mais considèrent qu'ils ont un avenir. Donc on peut bel et bien parler d'un vote favorable, positif pour l'avenir, juste pour ajouter cette remarque par rapport à ce qui a déjà été énoncé en matière de consolidation. En continuant alors avec ce qu'il faut attendre de la nouvelle Commission européenne, eh bien, la présidente von der Leyen a fait référence au rapport Letta et Draghi et s'est empressé d'ajouter la question pour voir si les règles existantes sont adaptées à leur objectif et se concentrer sur la réduction des charges administratives et la simplification de la législation. Mais quel a été le détail par rapport à RIS et d'autres matières qui sont jointes? Eh bien, la réduction des charges administratives, on a tendance à oublier cela très rapidement. Mais puis, elle a fait preuve de courage en disant contribuer aussi à réduire les obligations de déclaration, de reporting d'au moins 25% et au moins 35% pour les PME. Ces pourcentages vont peut-être revenir pour la hanter la nuit, mais bon, ce qui a été mis sur papier. Puis, nous devons être à l'écoute de toutes les entreprises et parties prenantes qui s'efforcent quotidiennement de se conformer à la législation de l'Union européenne et organiser au moins 2 dialogues de mise en œuvre par an avec les parties prenantes afin d'aligner la mise en œuvre sur les réalités du terrain. Je salue cette annonce. Voyons si les outils que nous avons à notre disposition seront utilisés de manière adéquate avant toujours prendre un crayon pour rédiger encore plus de règles. C'est un défi contre lequel nous devrons continuer à œuvrer et les rappeler les principes qu'ils ont énoncés au début de leur nouvelle législature. Alors, la nouvelle législation doit garantir que nos règles soient plus simples, plus accessibles aux citoyens et plus ciblées. Juste pour compléter cet aperçu global, et il y aura un nouveau contrôle des PME et de la compétitivité, un nouveau check. Ah, l'Union européenne adore le check, mais bon, à mon avis, ce sera d'office bureaucratique, ce qui me donne quelques soucis, mais bon, on verra par la suite ce que cela aura comme répercussion concrète. Puis, j'ai regardé de plus près le rapport Draghi sur l'avenir de la compétitivité européenne et la nouvelle commission, son comportement et les termes concrets de leur mandat devront être aussi indiqués. Alors, la réduction de la fragmentation réglementaire pour l'UMC, vous savez peut-être tout cela déjà. Alors, il énumère aussi les progrès récents dans l'intégration des marchés des capitaux de l'Union européenne. Bon, ce sera évidemment très onéreux, mais aussi il faut comparer des choses comparables. Ce sont de grandes déclarations, il faut faire preuve de prudence. Donner à un chien un mauvais nom et alors essayer de lui enlever à nouveau, comme on dit en anglais. Mais évidemment, value for money est un élément très important dans ce contexte. Alors, ce rapport très détaillé de plus de 400 pages, quand même, a été mis à l'épreuve tout de suite après sa rédaction. Et testé comment? Si je me souviens correctement, Unicredit a essayé de reprendre la Commerzbank. Et est-ce que j'ai entendu le chancelier Scholz dire « Nein » Est-ce que ça fait partie des premières conséquences? La politique européenne aura des répercussions majeures sur la manière à la mise en œuvre de toutes les propositions. Nous essayons d'améliorer constamment l'Union, mais nous sommes une union de 27 États membres. Et comment marier tous ces différents intérêts sera un exercice difficile.
Alors, qu'est-ce que j'ai encore regardé pour dresser un cadre? La lettre de mission, la mission letter de la présidente von der Leyen pour la nouvelle commissaire désignée pour les services financiers. On verra s'il sera vraiment nommé après les procédures. Quels sont les éléments qui font partie de leur lettre de mission? Développer une Union européenne de l'épargne et l'investissement afin de canaliser davantage d'épargne vers l'investissement. UMCE ou CMU, est-ce qu'on va encore l'appeler comme ça? Mais remédier à la fragmentation des marchés de capitaux, en soutenir, revoir le cadre réglementaire, travailler sur le potentiel des produits de retraite privés et professionnels. Alors, créer aussi les moyens d'accroître la finance durable, FSTA. Est-ce que les intermédiaires comprennent? Est-ce que c'est accessible aux citoyens? Je ne réponds pas. Je pose des questions. C'est tout ce que je fais. Simplement poser des questions. Puis évidemment, poursuivre les travaux visant à améliorer la finance et le paiement numérique, assurer la mise en œuvre et l'application la normalisation aussi. Le SEN sera impliqué. AMLA établi à Francfort. Et puis, est-ce que c'est la 6e directive anti-blanchiment d'argent? Je crois que c'est la version 6. En tout cas, tout cela, c'est très, très complexe. Et moi, je suis un simple intermédiaire qui essaie de tenir le rythme de toutes ces nouveautés. Mais la priorité à la mise en œuvre, un élément qui m'a beaucoup plu, je crois que c'est très important d'ailleurs. Nous nous attendons à d'avoir beaucoup moins de nouveaux textes à apparaître lors du mandat suivant de cette nouvelle commission, et c'est une évolution à saluer. IOP a un rôle majeur à jouer dans ce contexte. Et puis, évidemment, qu'est-ce qui va encore changer? Bien évidemment, nous avons le nouveau Parlement européen, la nouvelle composition, un plus grand nombre de membres, des pertes de mandats pour les sociaux, les libéraux et les écolos, l'extrême droite plus fort, PPE 175 à 188 et ECR 63 à 78, un groupement qui fera le noyau avec beaucoup d'influence pour la suite des événements au Parlement. Mais il y aura certainement aussi de nouvelles combinaisons pour essayer de rassembler des majorités. Nous ne savons pas encore comment cela va s'effectuer concrètement. Vous avez certainement vu ceci, la nouvelle composition du Parlement européen. Il faudra le regarder aussi à plus long terme. Mais moi, je voudrais à présent me focaliser sur les questions concrètes pour le BIPAR. Eh bien, de notre point de vue, du point de vue du Parlement, RIS est le sujet le plus important pour les intermédiaires de loin, d'une importance fondamentale. Il y a un élément de changement. Nous avons la commission clé Econ, et nous avons vu qui a été réélu ici. Nous voyons que Jon Courtin a été réélu. Et puis, des rapporteurs ont été réélus sous la présidence hongroise. Il y aura peut-être une relance de discussion ici, on ne sait pas encore sûr. Et un accord avant la fin de l'année est peu probable. Ça, c'est la réalité de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Alors, sous FIDA, accès à la donnée financière, le rapporteur n'est pas encore connu, alors que nous connaissons quand même déjà l'un ou l'autre membre élu pour siéger dans ce comité. Nous ne savons pas quels seront les effets concrets pour le fonctionnement dans ces comités. Il y a eu des compromis déjà pour des amendements, mais on n'a pas encore reçu de mandat pour entamer les négociations institutionnelles. Et les États membres sont encore loin de parvenir à une position commune. Bon, ceci pourrait être trouvé sous la présidence hongroise. On s'attend à en avoir des nouvelles dans les semaines à venir.
Quelles sont alors quelques-unes des questions européennes clés à l'ordre du jour du BIPAR? Une liste non exhaustive, je dis bien, vous pouvez lire les points composant cette liste, mais les éléments sur lesquels nous allons focaliser nos intérêts, c'est IDD, Directive sur la distribution d'assurance, Union des marchés des capitaux, UMC, Finances durables, MIFID II et les autres. Mais les premiers points de la liste sont largement sous la houlette de notre activité, étroitement liée d'ailleurs. Alors, IDD, il y aura probablement une révision d'une manière ou d'une autre, mais nous avons pour l'instant encore un va-et-vient. RIS change IDD, mais a un impact aussi sur le côté non-vie. Ce n'est pas seulement les EBIPS, c'est un petit peu une sorte d'hybride, d'évolution mixte. On ne sait pas très bien comment l'entamer, comment l'approcher aussi par rapport à la révision annoncée. Est-ce qu'il y aura une révision IDD? Est-ce que c'est déjà la révision IDD ou est-ce qu'il s'agira d'une révision IDD lorsqu'ils auront décidé de réduire les messes, lorsqu'il y aura la mise en œuvre dans 3 ans, dans 5 ans ou après les différents accords sur le niveau 2 et 3. Donc, il y a beaucoup de choses à décider encore avec un effet sur la suite des événements. Tout ça, c'est bien beau. Et puis, la taxation a ajouté en fin de compte un ancien dossier qui a été restauré, relancé. Donc, il faut regarder cela et tout le système des services financiers. Cela va nous occuper pendant un temps avec un intérêt particulier. Alors, pour nos membres plus grands, surtout concernés par cela, j'ai juste dressé cette liste à l'écran pour vous donner une idée. C'est beaucoup moins décoratif que les autres. J'ai vu avec des gens qui faisaient des signes, mais moi, je suis quelqu'un de très pratique. Pour moi, ça, c'est le travail. J'ai des collègues qui devront le mettre en application. Alors, on va vraiment faire une liste brute de points possibles. Établissons cette liste et si j'avais la chance d'avoir un client qui me serait référé par quelqu'un que je ne connais pas, tiens, allez, parlez à Paul. Un de mes collègues dit, allez voir Paul. Et alors, j'ai de l'argent. Et alors, IMC, est-ce qu'on va lancer une participation plus active au marché? Alors, je vais peut-être rencontrer quelqu'un que je ne connais pas du tout, me présenter et toute la partie de la présentation, les écouter. Mais avant d'avoir une idée finale sur les choses à venir, ceci sont les différentes étapes qu'il faut entrevoir pas par pas pour laisser la MC devenir une réalité pour que cette personne fasse un mouvement pour un grand dépôt d'argent, 100 000, pour déplacer ce financement, cet investissement vers nous. Donc, ça, c'est des obstacles à franchir. On peut chuter à quelconque de ces obstacles, mais il faut essayer de les franchir. Et on appelle ça des tests. Mais moi, j'ai encore un autre test auquel je dois répondre et ajouter un test que je salle le bon sens, common sense. Test de bon sens. Lorsque RIS a été publié par Migadis, par la Commission donc, en mars dernier. Je crois que c'était le ministre des Finances autrichien qui a dit le test sera de voir si nous aurons une plus grande participation. La plus grande participation a été le terme choisi à l'EMC et donc ça c'est le test par rapport auquel il faut aussi évaluer RIS. Nous avons tous été envahi par les incroyables détails de tout cela. Mais si RIS doit fonctionner, si cela doit contribuer à l'EMC, est-ce que ceci passe le test du bon sens? Est-ce que cette mesure va assister mes collègues lorsqu'ils auront un entretien avec quelqu'un la semaine prochaine ou la semaine d'après, où toutes ces choses-là seront appliquées, EML, et d'où viendra l'argent, tout ça n'a même pas encore été mentionné, ou SFDR, pour essayer d'expliquer tout ce qu'il en est. Et pour ce qui est du point de départ, je ne suis pas certain si tous ces obstacles vont vraiment aider. Et alors une approche plus radicale est peut-être à acquérir une approche un peu plus risquée.
mais je ne suis simplement pas convaincu. Parfois, je me dis, les différents participants regardent cela et se posent la question fondamentale. Est-ce que ceci va vraiment fonctionner du point de vue des individus qui auront une discussion ou alors lors d'une gestion électronique ou d'une autre manière? Est-ce que ça va fonctionner? Je sais que nous avons dit que nous n'allons pas devoir affronter toutes ces phases en une seule fois. La personne doit aussi entamer la procédure étape par étape. Ce ne sera pas du jour au lendemain. Néanmoins, le point doit être souligné ici. Posons-nous certaines questions. Ce ne sont pas des questions faciles. Certaines choses devront disparaître. Il y aura des risques à prendre. Cela va demander une approche collaborative dans l'industrie, les régulateurs, représentants des consommateurs. Tout le monde doit avoir de plus près et tout le monde doit enlever des choses. Il y a trop. Tel quel, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas nous donner la UMC. Au début, je me suis présenté en ce sens. Alors, je me suis laissé emporter très rapidement. Je me présente toujours comme un citoyen de l'Union européenne et un national irlandais dans cet ordre. Donc, mes commentaires ne sont pas anti-européens. Au contraire, je suis un soutien très fier de l'Union européenne et tout ce que nous avons pu acquérir. Moi, je voudrais bien que l'UMC fonctionne. Nous voulons que l'UMC fonctionne dans un environnement mondial très compétitif. Nous devons le faire fonctionner, nous devons l'accepter, mais nous devons nous poser la question de savoir si ceci tel quel va fonctionner. Comme moi je vois les choses, ça c'est l'intervention latérale. Il ne faut pas du top-down ni du bottom-up. Et je ne suis pas sûr que cette approche a toujours été choisie. Alors, quels sont les question clé de la proposition de directive Omnibus, les autres détails en dehors des éléments, la question fondamentale, si cela va fonctionner. Vous avez ici une liste des points que je vois aussi, la question de l'assurance non-vie, plus particulièrement, est mon sujet principal des inducements. Donc, l'année dernière, le commissaire Magnus, mon compatriote, a dit que la Commission allait introduire toute ces séries de choses et d'éléments. Alors, j'ai eu un choc majeur lorsque j'ai vu cela publié dans les journaux. J'étais très choqué. Mais alors, elle s'est rappelée, oui, lorsque la Commission a vraiment publié la proposition, cette interdiction n'était plus là, mais il y avait différentes pour execution only, cet élément-là. Seulement l'exécution à un moment. Pour avoir un produit execution only, il y a quand même toute une série d'étapes à couvrir au préalable, mais ce n'est pas pour rien. Il y a un coût quand même. Il faut enregistrer toutes les étapes. Il faut être en mesure de montrer tout cela au régulateur qui viendra inspecter que vous avez fait. Tout cela a un coût. Et puis d'ailleurs, si vous vous y trompez, vous avez un effet négatif et les effets négatifs peuvent durer 20 ans. C'est un produit de longue haleine et lorsque les gens ont un problème, ils vont chercher des faiblesses. Est-ce qu'ils vont aller vérifier le détail des dossiers? Le execution only, ce n'est pas pour rien. Nous savons que le Parlement européen et le Conseil ont enlevé cet élément, mais cela donne quand même une idée de l'état d'esprit qui a été à la base de certaines de ces stipulations. Mais nous avons une autre approche que le Conseil a prévu un nouveau test, vraiment le jeu. Alors, il y a surtout l'effet cumulatif. Si vous acceptez un inducement, une incitation, c'est en fait une sorte d'interdiction. Exprimé autrement, une fois de plus, ce n'est pas opérationnel, ça ne va pas fonctionner, on ne va pas atteindre l'objectif. Croyez-vous que nous allons travailler pour faire tout ça? Vous croyez que les consommateurs vont payer pour couvrir les besoins, pour remplir toutes ces obligations? Il faut une focalisation beaucoup plus orientée vers la pratique. Et donc, je peux continuer, même sans rentrer dans le détail, dans le Best Interest Test, le Non-Detrimental Impact Test, tous ces différents tests. Et ça continue et continue et continue. Et puis, évidemment, la clause de révision. Clause de révision, c'est dire, bon, ça va changer, c'est la chose la plus simple à choisir. Alors, il a mis 3 ans, ça va être étendu à 5 ans. C'est juste un trait de crayon, personne n'aura
aura une médaille pour ça, c'est facile, mais le problème que vous avez, c'est la chose suivante. Là, je crois qu'on fait référence à 17 détails ici, 17 références de détails de la Commission. Vous avez le level 2, le niveau 2, et EIOPA, le niveau 3, level 3, mais jusqu'au moment de la mise en œuvre, ce ne sera pas réglé. Mais c'est là que réside le détail. C'est ça qui va reporter encore la mise en œuvre concrète et laisser un grand nombre d'incertitudes. Donc, c'est très, très complexe. Et à certains égards, il faudra prendre un peu de recul, évaluer tout cela pour voir si les outils que nous avons actuellement sont en mesure d'adresser un grand nombre de ces points, de ces problèmes. Et je ne suis pas convaincu. Un grand nombre de points ne peuvent pas adresser avec les outils que nous avons dans notre boîte à outils pour l'instant. Alors, j'étais un peu critique concernant les perspectives de BIPAR. Nous soutenons la directive. Nous soutenons. Sauf que peut-être le chemin que nous prenons n'est pas forcément le bon et qu'il a besoin d'être revu et corrigé fondamentalement. Un autre point, c'est que les intermédiaires également font partie de la solution et non pas du problème. Comme je l'ai dit, nous avons publié beaucoup de rapports, nous avons beaucoup d'informations. Nous avons un rôle à jouer, un rôle clé. Mais lorsque l'on parle de la partie incitation, j'aime bien en parler, c'est un peu mon mot favori. Les intermédiaires ne sont pas des espèces protégées. On ne va pas chez un intermédiaire pour un conseil. On veut avoir bien une ordonnance, on va chez un médecin. On veut avoir des médicaments, on va chez le pharmacien. On veut avoir des livres, eh bien on va à la librairie. Voilà. Mais ce sont des espèces protégées. Nous ne sommes pas des espèces protégées. Donc pour nous, nous devons survivre par rapport aux services que nous fournissons. Même si c'est important. Donc nous ne cherchons pas la protection, nous cherchons tout simplement les personnes, nous recherchons les clients et la précision des clients. C'est la précision des clients pour pas ajouter ouvert par intermédiaire, le client y voir ailleurs. Donc il faut faire en sorte qu'il puisse décider de ce qu'il veut faire. Et nous sommes dans 27 États différents, États membres différents. Alors, il faut penser à l'harmonisation. La situation, c'est de savoir comment est-ce que nous voyons ici au sein de l'Union européenne. Alors, nous devons chercher l'harmonisation, mais tous les États membres ont des marchés qui sont tout à fait différents les uns par rapport aux autres. Et donc, comment gérer cette harmonisation? Et donc, l'IDD devrait pouvoir permettre de nous permettre de développer peut-être également l'harmonisation. Les États membres devraient introduire de nouvelles règles, peut-être qu'ils pensent convenables par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent eux-mêmes dans leurs propres États membres. Mais ils ne doivent pas tout simplement l'infliger au reste des États, aux autres États. Donc l'approche fondamentale, c'est de savoir est-ce que nous servons nous-mêmes, si nous allons trop loin dans ce que nous faisons. Et je pense que la meilleure approche est que nous ayons un minimum d'harmonisation, ensuite à développer par la suite, mais ensuite laisser un peu les États membres faire ce qu'ils ont à faire. Et essayons de coordonner également et voir comment est-ce que se fait la mise en place des différentes politiques, de manière à pouvoir travailler ensemble, mais chacun dans nos domaines respectifs et dans la manière qui convienne. Et donc, ma conclusion est pleine d'espoir pour l'avenir.
si nous sommes suffisamment braves pour revoir un peu les choses, et je pense que c'est tout à fait nécessaire, c'est indispensable. Donc chaque État membre doit étudier un peu son propre marché. Et par rapport à ça, je pense, pour nous, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que nous sommes des survivants, nous savons nous adapter et nous n'avons pas le choix de toute façon, nous devons nous protéger. Voir un peu par rapport également aux consommateurs, quelles sont les règles que nous développons. Nous devons essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent les aider, nos clients, à prendre leurs décisions, comment est-ce qu'ils prennent leur décision de faire en sorte que les choses soient simples et compréhensibles pour ces clients. Alors, je suis assez optimiste pour l'avenir. Nous ne disparaîtrons pas, nous deviendrons beaucoup plus efficaces, nous deviendrons beaucoup plus compétitifs parce que nous devons tout simplement être compétitifs par rapport à notre concurrent du marché. Et donc, à plusieurs fois, nous ne sommes pas protégés. Nous vivons des services que nous fournissons. Et donc, comme j'ai dit auparavant, nous ne sommes pas des espèces protégées. Et donc, il faut résoudre les questions des différents détails et voir quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en place. Nous avons parlé de différents tests qui ont été développés. Alors, qu'en est-il de l'approche qu'il convient de mettre en place? Alors, essayez de réfléchir, essayez de revenir un peu en arrière, d'être beaucoup plus réaliste et pratique. Merci pour votre attention.